Jean Lémarie. Dans le monde, plus de 900 millions de personnes ont faim. L'agriculture est-elle encore adaptée à ses besoins ? Non, selon notre invité ce matin. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Après Le Monde, selon Monsanto, après notre poison quotidien, vous revenez avec un film diffusé ce soir sur Arte et puis un livre aux éditions La Découverte. Le titre est le même pour le film et pour le livre. Les moissons du futur, un plaidoyer pour l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, Marie-Monique Robin ? Alors l'agroécologie, c'est de l'agriculture biologique, c'est-à-dire on n'utilise pas de pesticides et d'engrais chimiques, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire c'est aussi un système où on essaie d'équilibrer justement les écosystèmes en réintroduisant de la biodiversité, donc il n'y a plus de monoculture. Plus de spécialisation à outrance, comme on a aujourd'hui, vous savez, avec les cochons qu'on fait en Bretagne et puis les céréales qu'on fait dans la Beauce. On mélange les cultures, les arbres et les animaux. Tout ça pour avoir un sol d'excellente qualité avec beaucoup d'humus, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui dans le système conventionnel. Et on obtient, c'est ce que j'ai constaté, de très bons résultats. Des expériences existent depuis longtemps. Pourquoi est-ce que vous vous emparez maintenant de ce sujet ? Parce que je pense que l'agriculture est vraiment à la croisée des chemins. Enfin, moi, je pense. C'est-à-dire, les experts aussi pensent. Si vous lisez plusieurs rapports qui sont sortis de l'ONU récemment, ils vous disent tous il faut changer de cap. Pourquoi faut-il changer de cap ? D'abord parce que le modèle agro-industriel tel qu'on pratique majoritairement ici en France, par exemple, est basé sur le gaz et le pétrole. Les pesticides et les engrais sont fabriqués avec du gaz et du pétrole. Et on sait très bien que le prix de ces énergies fossiles va augmenter parce qu'on va vers les fameux pics pétroliers et gaziers. Donc ça, c'est une grande dépendance qui est lourde aussi de conséquences pour l'agriculture française. Et puis il y a la question de l'environnement aussi. Il y a la question de l'environnement, des gaz à effet de serre. 14% des gaz à effet de serre sont produits par ce modèle agro-industriel. On sait aussi les conséquences sur l'environnement, la contamination de l'eau, tout ce que j'ai décrit par ailleurs dans d'autres enquêtes. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut trouver un système qui permette véritablement de nourrir la planète, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout en respectant les ressources naturelles. Vous nous faites rencontrer des agriculteurs du monde entier, mais vraiment du monde entier, beaucoup d'agriculteurs du Sud, mais aussi des agriculteurs de pays occidentaux. On va écouter un paysan américain qui travaille selon les méthodes conventionnelles en usage depuis des décennies. Les OGM, il les connaît par cœur, il commence vraiment à se poser des questions. Dès que les mauvaises herbes deviennent résistantes, il faut appliquer autre chose. Et puis on finit par pulvériser toutes sortes de produits. Pour éviter tous ces produits, certains agriculteurs préfèrent n'utiliser que le Roundup. Parce que c'est simple, très simple, tant qu'on n'a pas de mauvaises herbes résistantes au Roundup. Avec la technologie, on s'en sort toujours, mais avec tous ces produits chimiques, on est toujours un peu inquiet. Pour votre santé ? Oui, pour les effets que ça peut avoir sur la santé. On ne les voit pas tout de suite, mais au bout de 25 ans. Et pour vos enfants ? Ouais, ou pour les consommateurs qui vont boire l'eau, ou pour les nappes phréatiques. Marie-Monique Robin, il est plein de doutes, cet agriculteur. Oui, d'ailleurs c'est le seul agriculteur déprimé, si vous me permettez l'expression de ce film. Il est vraiment au bout du rouleau, il a 500 hectares. Comme il le dit, les mauvaises herbes sont résistantes, etc., les insectes. Et son problème, c'est comment changer de système. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Est-ce qu'il y a des alternatives par Avec ailleurs ? d'autres exemples, Voilà. Je pense au Malawi, par exemple, ce gros plan sur l'agroforesterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots ? Alors, au Malawi, c'est un programme qui concerne aujourd'hui 180 000 paysans, où on utilise les feuilles d'un arbre. Oui, donc ça n'est pas un petit programme. Ah non, c'est pas un petit programme. Un arbre légumineux, donc c'est un arbre qui a la capacité de fixer l'azote de l'air. Alors vous savez, les engrais, souvent, c'est ça, c'est de l'engrais azoté de synthèse. Donc là, ça remplace les engrais chimiques. Et vous utilisez ces feuilles pour nourrir le sol, notamment au Malawi, il s'agit de culture de maïs. Mais l'agroforesterie, c'est aussi un système évidemment qui peut marcher chez nous. J'ai par ailleurs rencontré à Montpellier, dans la station de l'INRA, Christian Duprat mène un programme d'agroforesterie où il plante du blé à l'ombre des noyers et ça marche très bien. Vous verrez, ça marche très très bien. Les rendements ne sont pas affectés, mais le sol est de meilleure qualité et plus résilient au choc climatique parce que c'est ça aussi l'enjeu. On va de plus en plus vers des grandes sécheresses, vous voyez, et il faut s'adapter à ça. On essaye vraiment de faire cohabiter des végétaux qui se rendent service les uns aux autres, si on peut dire. En fait, on retourne à l'agronomie vraiment au sens plein du terme, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que cette agroécologie, c'est pas uniquement revenir à l'agriculture de nos grands-pères. Non, pas du tout. C'est aussi un savoir qui doit être
un échange entre les paysans, leur savoir-faire, et les scientifiques. Vous verrez dans le film des scientifiques qui travaillent avec les paysans pour trouver des solutions pour lutter contre les ravageurs du maïs, par exemple au Kenya, en utilisant des plantes. Avec le système du push-pull, voilà, là, par exemple. Voilà, c'est ça, le push-pull. Donc d'un côté, on a une plante qu'on va attraction-répulsion. Voilà, une plante qui va repousser, parce qu'elle a une mauvaise odeur, la pyrale du maïs, qui est un petit papillon qui fait des dégâts dans le maïs. C'est d'ailleurs pour lequel Monsanto a inventé le fameux Mont 810, dont on a tellement parlé. Et une autre plante qu'on met aux abords du champ, qui elle attire la pyrale du maïs et qui a en plus la faculté de détruire les larves. Donc c'est formidable, c'est ce qu'on appelle le contrôle biologique des ravageurs. Et ça marche très bien. Le paysan que j'ai rencontré, c'est aussi un gros programme, 50 000 paysans à ce jour qui ont adopté cette technique, eh bien il a multiplié ses rendements par 10. Marie-Monique Robin, si ça marche si bien, pourquoi ces paysans restent-ils minoritaires? Alors, c'est une autre partie du film très importante, c'est la moitié du film, où on découvre comment, par exemple, au Mexique, à cause de l'accord de libre-échange nord-américain, qui a fait que les produits agricoles d'Amérique du Nord, notamment des États-Unis, ont envahi le Mexique, et en particulier le maïs, à des prix subventionnés, à un coût vendu à un coût inférieur au coût de production, eh bien ça a complètement détruit l'agriculture familiale et vivrière du Mexique. Ce que dit le film, c'est que si on veut nourrir le monde, il faut non seulement utiliser des pratiques qui sont moins chères, moins pour l'environnement, etc., mais aussi réformer les marchés. L'agriculture, ce n'est pas un produit comme les autres. Donc le libre-échange, le dit très bien un expert d'ailleurs, comme le dit très bien un expert onusien, ne marche pas pour l'agriculture. Ça affame les peuples. Donc il faut protéger les productions locales. On le voit dans le film au Sénégal, où par exemple le gouvernement a interdit l'importation des oignons européens pour protéger la culture nationale. On le voit aussi au Japon, il faut des circuits courts de distribution, en protégeant les petits producteurs, et c'est comme ça qu'on arrivera à nourrir le monde. Est-ce que ça suffirait à nourrir le monde? C'est quand même la grande question, la question de départ. Voilà l'analyse de Marc Dufumier, un agronome que vous avez rencontré également. Je suis formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Je suis absolument formel là-dessus, mais par contre, c'est savant. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui évitera la monoculture, qui évitera de ne mettre qu'une seule espèce, qu'une seule variété dans un même champ. C'est au contraire une agriculture savante dans laquelle il y aura associé dans un même champ plusieurs espèces, plusieurs variétés, tolérantes à différentes catégories d'insectes et d'agents pathogènes. L'agronome Marc Dufumier qu'on entend également dans votre film, Marie-Monique Robin, c'est son analyse, c'est son point de vue, il est convaincu, d'autres ne le sont pas du tout. Où commence l'utopie? Alors, d'autres ne le sont pas du tout, mais en même temps, quand vous discutez avec eux, ils se rendent bien compte qu'on est dans une impasse. Et le rapport qu'a publié l'ONU oui, mais le constat de l'impasse ne signifie pas que les solutions sont là et sont suffisantes. Oui, et pour ça, on espère par exemple que pour l'Europe, nous avons, vous savez, une réforme de la PAC qui est annoncée, où les subventions agricoles qui sont de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros par an, vont être remis sur la table. C'est une bonne chose parce qu'on découvre que ces subventions souvent détruisent. On soutient l'exportation de produits agricoles vers des pays du Sud et ça détruit les marchés locaux, etc. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces subventions. Est-ce qu'on aura une vraie volonté politique pour tenir compte de cet enjeu énorme que représente l'agriculture en les réorientant vers la transition agroécologique? Et c'est important parce que l'agriculture, c'est un levier puissant pour faire face à toutes sortes, plein de crises. La crise de l'énergie, la crise du climat, la crise évidemment alimentaire, la crise sanitaire, la crise de l'eau. Donc c'est un levier puissant pour agir dans tous ces domaines. Donc maintenant j'espère que la réforme de la PAC ira dans le bon sens. Dans le documentaire, vous ne donnez pas la parole à ces géants de l'agroalimentaire dont vous dénoncez les pratiques. Pourquoi? Parce que vous savez, j'avais 1h30, déjà 90 minutes. Oui, mais on aurait pu entendre quelques contrepoints, quelques points de vue divergents face à ces paysans heureux. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était le thème de mes films précédents. Là, il fallait vraiment... Je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais jusqu'au bout. Il fallait le traiter à fond. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche sous différentes latitudes, dans différents continents? On ne peut pas tout mettre dans un film. Mais j'ai longuement parlé de ces industries agroalimentaires dans mes enquêtes précédentes. Et donc, je voulais vraiment qu'on fasse le tour de cette question qui n'est jamais abordée parce qu'on dit on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides. Mais qui s'est attaqué à cette question à fond? Des solutions, des pistes en tout cas, et des paysans, c'est vrai, heureux, convaincus qu'ils progressent et qu'ils font progresser le monde. Les moissons du futur, le film, ce soir à 20h50 sur Arte. Et pour aller plus loin, le livre qui porte le même nom, Les moissons du futur, aux éditions La Découverte. Merci Marie-Monique Robin. On pourra retrouver notre entretien tout à l'heure en vidéo sur internet, franceinfo.fr.